Merci à tous du coup pour votre présence à ce temps qui pose la question de l'avenir de la médiation numérique à horizon 2035. Pourquoi ce format Pourquoi imaginer le futur de la médiation numérique à un horizon aussi long? Et en quoi est-ce que cela peut nous aider à penser notre réalité quotidienne, aussi bien sur le terrain que nous à l'échelle nationale et locale en termes de politique publique? On le sait, depuis un jour et demi, on en parle. On a beaucoup discuté, envisagé, côté administration, vous également sur le terrain, les difficultés, notamment budgétaires, qui se posent à très court terme. On en a beaucoup parlé. La ministre y est revenue ce matin. Elles sont évidemment essentielles. Et on sait qu'on est tous mobilisés, on va essayer de faire le maximum. Il y a déjà des bonnes nouvelles au Parlement, même si rien n'est définitif. Mais voilà, en tout cas, l'effort se poursuit. Mais on est en même temps convaincus, et je pense que NEC en est la preuve assez décisive, que les politiques publiques, l'action globale, elle suppose de relever la tête, et de relever la tête par deux biais principaux. Le premier, et on en est vraiment convaincu avec le labo côté société numérique, c'est en abordant la question des sciences sociales et en mobilisant tous les travaux de recherche au quotidien pour pouvoir avancer et penser le futur. Et puis le deuxième point, c'est en ayant des retours de terrain qui soient qualifiés sur vos attentes, sur vos envies, sur ce que vous êtes capable d'imaginer en tant que médiateur de terrain. Et donc pour commencer ce temps et introduire, je vous propose de commencer par les sciences sociales en invitant Bibi à me rejoindre sur scène avec Simon. Ok, donc on va commencer par Simon, because we have not the traduction and I don't speak so well English. So, Simon, c'est à toi. Alors bonjour à tout le monde. Merci encore donc à Dory de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui sur un contexte que je connais peu. Mon contexte est québécois principalement. Donc, je ne vais certainement pas me prononcer sur le futur de la médiation numérique en France. Ce sera vraiment, je pense, à vous, acteurs de la médiation numérique, d'en décider. Je me suis permis, par contre, de poser peut-être quelques voies de réflexion pour ce futur-là. C'est à ce titre-là qu'il faut prendre mes propos. Je vais aborder la médiation numérique principalement avec les inégalités socio-numériques. Je travaille un peu sur l'équité numérique, notamment en éducation. Et je pense que la médiation numérique, un des rôles centraux à mon sens, c'est d'aller adresser ces inégalités socio-numériques qui touchent certains groupes sociaux et par là même de contribuer aussi à y remédier. Et donc, je me demande finalement comment la médiation numérique peut contribuer à adresser cet enjeu d'inégalité socio-numérique, avec, pour point de rappel de départ, le fait que les inégalités socio-numériques et les inégalités en général sont toujours de nature relationnelle. Je le précise parce que souvent, quand on travaille sur les inégalités numériques, on travaille auprès de groupes qui sont défavorisés et on concentre nos efforts sur eux avec raison. Mais par contre, les inégalités en tant que telles sont de nature relationnelle dans la mesure où s'il y a des groupes défavorisés, c'est parce qu'il y a des groupes qui sont favorisés. Puis s'il y a des groupes qui sont oppressés, c'est parce que certains sont oppressants. Et puis s'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a des riches. Donc les inégalités en tant que telles sont vraiment toujours à penser en termes relationnels. Et je le dis parce que ça aura quelque importance dans les voies de réflexion là, que je vais couvrir. Et à partir donc, de cette approche relationnelle des inégalités, il y a deux finalités qui sont complémentaires et je pense que la médiation numérique est bien placée pour approfondir. Il y en a une, je pense, qui est déjà très bien couverte, une qui est peut-être un peu moins couverte, mais vous allez me le dire, en tout cas en contexte québécois, elle l'est un peu moins. Peut-être qu'en France, elle l'est davantage. La première de ces finalités, qui est donc complémentaire, c'est la finalité adaptative. Adaptative n'est pas péjoratif ici. En fait, elle est nécessaire, on le verra ensuite. Et elle vise à compenser les inégalités socio-numériques existantes. Dans la mesure où il y a des inégalités socio-numériques, les rapports sociaux inégaux restent les mêmes dans cette perspective de compensation. Par contre, on vient en soutien aux groupes sociaux qui les subissent. Et on intervient moins auprès des groupes sociaux qui en bénéficient parce qu'ils n'ont pas besoin d'aide précisément. Alors, pour illustrer ça, je prends un exemple des bancs et de l'itinérance, donc rien à voir avec le numérique, mais on y viendra ensuite. Vous avez deux exemples de bancs ici. Il y en a un qui est typique du métro new-yorkais, c'est celui qui est brun, et on voit que c'est un banc qui a deux accoudoirs de chaque côté. Par contre, au milieu, ce n'est pas des accoudoirs, puis on s'en rend bien compte quand on va s'asseoir, parce qu'on est tout croche quand on essaie de mettre le coude. C'est en fait des repoussoirs, vraiment. Donc, il y a accoudoir de chaque côté, puis ensuite repoussoir, à l'intention de qui? Des itinérants, des sans-abri.
Donc, les concepteurs de ce banc-là, ils ont eu 2 usagers en tête quand ils ont conçu le banc. Il y avait bien sûr les usagers du métro de New York qui ont besoin de se reposer. On pense aux personnes âgées, on pense aux femmes enceintes, etc. Et puis en même temps, il y avait un autre usager qui ne voulait pas cette fois-ci inclure, mais exclure. Et c'était donc ces personnes sans abri. Donc là, aucune mesure de compensation. Au contraire, on utilise un objet technique pour exclure un groupe social qui est en situation de défavorisation. Contraste avec le banc d'un parc dans Seattle, où il pleut beaucoup. Donc, il y a pas mal de pluie là-bas. Ici, on a un banc qui est relativement inclusif. Il n'y a pas de repoussoir sur le banc. Par contre, il y a quand même la pluie qui peut gêner les sans-abri lorsqu'ils essayent de se reposer sur le banc, d'où l'augmentation qui a été faite par un organisme communautaire qui vient en appui aux sans-abri, de faire un abri que les sans-abri peuvent déployer lorsqu'il pleut. Et donc là, on a une mesure de compensation de la situation d'itinérance. Ça ne résout pas le problème d'itinérance, mais ça permet quand même de l'accommoder un peu, de lui donner un peu de répit, si on veut. Donc, cette perspective de compensation, c'est celle-ci. En termes de médiation numérique, ça va couvrir des interventions éducatives qui permettent au public, notamment désavantagés, de pratiquer le numérique, notamment de former au fonctionnement et aux usages du numérique pour comprendre un peu le modus operandi de cette grosse bête-là qui évolue très vite. Et cette finalité adaptative, comme je le disais, elle est à la fois tout à fait nécessaire parce qu'elle contribue à compenser les inégalités socio-numériques auprès des groupes sociaux qui les subissent. En revanche, elle est non suffisante dans la mesure où elle ne remet pas en cause, elle ne modifie pas les inégalités numériques en tant que telles, les rapports sociaux entre les groupes. D'où l'idée d'y ajouter de manière complémentaire une finalité émancipatrice qui, elle, vise à remédier aux inégalités socio-numériques en modifiant les rapports sociaux, ce qui n'est pas facile parce que ça demande à ce que les privilèges numériques de certains groupes, ceux qui sont favorisés, deviennent des biens communs, donc par nature pour tout le monde et non plus pour certains groupes seulement. C'est donc pas facile à faire, mais là encore, pour reprendre la métaphore des sans-abri, je vous ai mis une initiative ici de la ville de Québec, mais il y en a beaucoup d'autres qui se font ailleurs, notamment en Europe, où on crée des mini-maisons de transition pour les sans-abri. Donc l'idée ici, c'est vraiment de les sortir, disons, de la rue de manière temporaire. Et cette initiative-là, elle fait partie d'une politique plus générale où elle aborde l'itinérance de manière écosystémique. Donc on va dire, l'itinérance, ce n'est pas qu'un problème d'avoir une maison, c'est aussi beaucoup d'autres facteurs qui doivent être pris en compte dans l'idée d'une réhabilitation à long terme pour réintégrer ensuite la société. Et donc, c'était l'illustration avec ma métaphore là, de cette finalité davantage émancipatrice. Donc, en termes de médiation numérique, les interventions éducatives qu'on va retrouver là-dedans, ou en tout cas certaines, c'est d'abord de sensibiliser aux implications du numérique sur la vie en société. Alors, pour des personnes qui sont désavantagées numériquement, parler par exemple des inégalités numériques et des retombées sociales sur leur vie notamment. Qu'est-ce que c'est par rapport à d'autres? Les biais algorithmiques et les discriminations pour les groupes minorisés. La surveillance algorithmique et le contrôle, la répression qui peut être faite, et puis aussi de développer à petite échelle le pouvoir d'agir sur le numérique, par exemple des ateliers délibératifs sur l'acceptabilité sociale du numérique pour les différents groupes qui sont concernés. C'est pas révolutionnaire, certainement pas, mais ça permet quand même de développer davantage l'idée que le numérique, ça peut être contrôlé. Ça peut être contrôlé démocratiquement, idéalement, puis localement aussi. Alors, je finis sur une dernière diapositive. La médiation numérique sera toujours nécessaire dans la mesure où il y aura toujours une obsolescence des compétences numériques pour certains groupes. On peut très bien d'ailleurs être compétent numériquement à certaines étapes de notre vie, ne plus l'être ensuite. C'est beaucoup le cas des aînés, par exemple, qui, parce qu'ils arrêtent par exemple de travailler, perdent un peu le fil des compétences numériques, puis ne savent plus retrouver le chemin. Pour autant, la médiation numérique ne sera jamais suffisante pour enrayer les inégalités socio-numériques. C'est d'ailleurs pas son rôle nécessairement, ou en tout cas, elle ne peut pas le faire toute seule. Et puis, en misant trop sur la médiation numérique uniquement, il y a le risque d'une responsabilisation indue des individus en leur disant si tu es en situation d'inégalité socio-numérique, c'est parce que tu t'es pas formé, tu t'es pas tenu au courant, etc. Donc, la médiation numérique vis-à-vis des inégalités socio-numériques, elle va de pair avec la responsabilité de l'industrie technologique, notamment ces modèles d'affaires, ces monopoles actuels avec les GAFAM, la course au profit, qui ont nettement enrayé certains processus démocratiques et qui sont, à mon avis, à l'origine des enjeux principaux qu'on connaît présentement avec le numérique.
C'est ce que Dr. Rowe appelle l'unshitification du numérique. Donc le fait que le numérique s'est dégradé. Au départ, il était censé servir et finalement, des logiques économiques ont enrayé ce service-là. Et puis, ne pas oublier la responsabilité des pouvoirs publics également. Donc, continuer d'une part à assurer des services publics non numériques, puisqu'il y aura toujours des personnes qui n'auront pas les compétences pour disons, survivre à la matérialisation. Réguler l'industrie technologique aussi. Il y a déjà des pistes politiques qui sont en cours et qui me semblent très intéressantes. Et puis, mettre en œuvre des politiques adressant frontalement les inégalités sociales et socio-numériques. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est le dernier clic. Voilà. Je pense que la médiation numérique a un rôle à jouer pour orienter notamment ces politiques publiques. Alors, le rôle, c'est celui que les politiques publiques voudraient bien lui concéder, mais il y a quand même quelque chose à faire. Il faut voir la forme, il faut voir la structure, ça vous appartient. Mais je pense vraiment que fort de l'expérience de terrain de la médiation numérique, il y a vraiment des propositions tangibles de politiques qui peuvent être saisies et remontées. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup. Thank you for having me. And again, thank you for allowing me to speak in English. I would like to speak a little bit about what I would like to see happen in the future in terms of digital equity, which is my main research. And so the first thing I want to kind of remind us of was that we seem to be in a little bit of a common memory loss situation. This is a picture, or collective memory loss. This is a picture from 5 years ago. Does anyone remember COVID-19? Everything shut down, everyone was sent home, and these are students. This is a picture of students in the United States who took their laptops to a Taco Bell, which is a fast food restaurant, where they provided free Wi-Fi internet connection because these kids didn't have internet at home. And so this picture went at least around the United States, probably a little further than that, and really sparked a lot of debate on digital equity and what we still have left to do to get everyone connected and to make sure that kids like this can do their homework at home and not in front of a Taco Bell. And so there was a huge push in terms of policies around the world because everyone was in their homes and everyone had to work remotely, everyone had to do school remotely. And so there was this huge policy push to address digital equity. And in the last 2 years, in response to us wanting to forget that this pandemic, this horrible pandemic ever happened, we also forgot about the good things that we did during the pandemic, which was one of the things addressing digital equity. And so around the world, and I speak specifically from the United States standpoint, of course, a lot of money was poured into making sure that people got connected. And that meant that we had an affordable connectivity program, it was called, where the government paid a $30 a month subsidy for people who were already qualified for other public benefits to pay for their internet bill. And $30 for many people meant that they didn't have to pay a single dime for their internet connection. And so this led to a huge uptick of home internet subscriptions. If you were in my talk earlier, I talked a little bit about smartphone dependency, so people who only access the internet on their smartphones. And so having a program like that provides a subsidy for people who cannot otherwise afford to have both a phone internet subscription and a home internet subscription made a huge difference because now people were able to have both. I've done a lot of research on why people don't use the internet, and the most common thing I hear is because they can't afford both. And the phone is more important because the phone is on the go, the phone is mobile, you can take it everywhere. And so if they have to choose between home internet and mobile internet, they will always choose mobile internet. I have yet to meet someone who would choose home internet. The other thing that happened with this same program and with many other programs was device distributions. So giving out free devices to low-income communities who couldn't otherwise afford a laptop. These kids were actually lucky because these kids had laptops.
So a lot of schools in the United States started giving out laptops to their students, specifically Chromebooks, because they were cheap and they were easy to use. But a lot of other programs in local areas happened where this kind of work was happening. And now all of this has dried up. Everyone seems to think, oh, you know, we did this once, we don't have to do it again, but the same issues still persist. So that program, that $30 a month subsidy, it's gone. No one's giving out devices anymore because all the funding for it has dried up. And those devices are now 5 years old. And if you have a computer and you have one that's a few years older, you know what that means. It's gonna start to break if it hasn't already broken. And so this collective memory loss, I think that's something we need to get over. I know we all want to forget the pandemic. I know it was horrible for everyone, but we need to remember the good things that we did during that time and continue doing those things. And so related to that, what I would like to see is a future where we listen to the communities we work with and empower the communities. All too often what I see, and what I've done myself, because you know we're all fallible, is that people assume and then do something that they think will help, and it actually doesn't help. Or it helps in a way that is actually not useful for that community. So what I would encourage everyone to do is to work with the communities and have them tell you what they need, rather than us deciding what they need. Again, this is a little paralleled from my earlier talk where I mentioned a few programs that would give formerly incarcerated people laptops, and then the formerly incarcerated people were like, we don't need those. We need a smartphone right now. I don't have a home. I don't know where to put this. My laptop is gonna get stolen, or I'm gonna lose it. I can't keep it safe. So again, working with the communities that are of most concern to you and figuring out what they need and having them maybe even participate in designing the solution, that would be something that I would really love to see. And there are some of those things happening in small pockets, and those projects are usually very, very successful. And so a few ideas that I've kind of just thought about, because no one's actually ever asked me what I would like to see or what I think the future should look like in this. So it was a nice thought experiment, right? Because usually I have to convince US policymakers to just at least give a subsidy back, right? And be like, this made a huge difference, just bring that back. So no one's ever been like, what would you like to see in a dream scenario? So has anyone heard of the term participatory action research? Some people have heard it. So participatory action research sounds fancy. All that means is that you include the community that you're working with before you even think of the research question that you have, right? So let's say you are working with refugees. So rather than thinking, okay, here's their situation, here's what I think they need, here's my research question, you would actually turn the whole thing around, sit down with them first, have just casual conversations, and figure out what the biggest issues are. And then think about, okay, how can we together design something to address those issues? And you might be surprised, it might not be issues that you have thought about. It might be something completely different. So again, coming back to this laptop versus smartphone thing, I had never thought about that until an actual returning citizen was like, I can't use this. Like, this is not useful for me. And I was like, what do you mean? This is like the gold standard. This is gonna allow you to apply for a job. And he said, okay, but where do I put it? I live in a homeless shelter. Or, you know, a friend of mine who is a returning citizen that I'm working with, he has a nonprofit. And he keeps having to tell other nonprofits, I don't need your laptops. I need smartphones. I need smartphones that have unlimited data. Because when you come out, maybe someone gets you a smartphone, but then affording the actual monthly bill and not being disconnected, that's the issue. And that's gonna be what is gonna allow you to have that first hurdle that you can overcome, apply for a job, get situated, get stabilized, find housing, and then you're in a situation where, yes, now I have time to get a laptop. Now I have a safe space to put that. So
participatory action research. That would be a really great start. The other thing would be if there are places where hardware can be installed and skills can be taught, and that could be community organizations who've been doing this work for a while. Libraries are a huge hotspot for this. Libraries have been doing amazing work when it comes to digital equity. Giving more funding to libraries would be an amazing first step, right? Again, not hard to do in theory, but has a huge impact. And then, you know, if it's, I would love to see also digital skills classes and some sort of computer and internet access for returning citizens who have actually for incarcerated people who have a return date or release date that is coming up in the next 6 months or so. So that's another thing that I heard over and over working with returning citizens, that they're like, we're coming out, we don't know what's going on. And then it's a sink or swim situation. So if we had programs where we said, okay, your release date is in the next 6 months, here's a secure platform with limited internet access. Here's information on housing. Here's information on how to find a job. Here are the employers who hire second chance employees. Here are resources to connect you with healthcare services, etc. So really things that are pertinent and important as soon as you step that foot outside of the prison. Having already heard about that, knowing where to get that information, maybe having already started that would be an amazing first step. There are some programs that are starting to do that in the United States that help people get their IDs, for example, and then register to vote, things like that. So in the United States, if you are convicted of a felony, you lose your voting rights. But in many states, once you come out, you can get them back. But it's really hard to figure that out. And then add to that most of them, if they have a phone, if they have a smartphone at all, only have that phone, right? And then you're trying to register for your voting rights again on a public platform that is designed for a computer, not for a phone. So there's a lot of low-hanging fruit, like designing services in a way that they're mobile accessible, for example. Things that are pretty cheap and pretty easy to do. So those are just some of my ideas. I want to close out talking very briefly about AI. So AI is everywhere. And I don't know about France because I'm not as much in the media space here. But everything or anything everyone talks about is AI. AI, AI, AI. AI literacy, AI is gonna solve all our issues, the AI bubble is gonna burst and we're gonna explode because of it. Everything's about AI. And so similarly, I see a lot of that in the digital equity space, that everyone's now like, oh, AI. So on the one hand, I hear, oh, AI is gonna solve our issues with digital literacy training. We're just gonna have AI do that. Because, I mean, there are some great things, right? So for example, if you have a really good system, it could automatically use the language of the user, right? It could translate things, it could help people navigate things, but there's also a lot of limitations to AI. The other flip side of that is, especially when we're talking about people who are already digitally excluded, AI is overwhelming. I'm deeply entrenched in the digital equity space, and I find AI overwhelming. How many of you find AI overwhelming? Probably quite a few, yeah. And so imagine someone who is not speaking the language, who is struggling to figure out the basic function of their smartphone, who doesn't even have a computer, or maybe they have a computer, but they're also struggling to figure out how to use that. And now you're saying, oh, and now there's this new cool thing, it's only 20 euros a month. They don't have that, first of all. So they have to use a free version of whatever there is, which is often subpar. And then you're saying, oh, just like ask it any question. And yes, they might figure out how to do that, but do they have the critical competency to understand where that information is coming from? One of the things that I see a lot with my students who are digital natives, right? Youth who have been using digital technology for a long time, who are very competent, they don't know that ChatGPT makes things up if it doesn't know the answer. Because that's the way the system is designed, right? It can't say, I don't know. And my students don't know that. So when they go to ChatGPT and they put in a question and it spits out an answer,
They think that's the truth and that's the reality. And they don't know that they have to go and double check that, check your resources, right? Usually ChatGPT gives you a link. They're like, really? It gives me a link? I didn't even know that. Yeah, because it's a tiny, tiny icon on the very end of the sentence, right? And they don't click that. So those kinds of competencies are going to be incredibly important. And together with AI are algorithms, right? Algorithms is another thing that's everywhere and we talk about all the time. But a lot of people still don't really know what algorithms are, that they're pretty much in everything, and then how that affects what we see, what we don't see, how it's presented to us, and so forth. So yes, AI is important, and yes, it's a big part of digital competency and digital skills, but it's also not everything. So I'd like to close out with a warning to not put all your eggs in the AI basket to solve digital equity, because it won't. It will probably just make it worse. Thank you. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose du coup maintenant d'accueillir sur scène Dory, Hubert, pour lancer, on va dire, les travaux plus pratiques, cette forme aussi de recherche-action participative, on va dire un peu méta, sur vous, acteurs de la médiation numérique de terrain, et sur le futur que vous pourriez désirer. En fait, on va vous raconter d'où ça part, pourquoi on a choisi de co-concevoir cette intervention. D'abord parce qu'avec Hubert, on est rarement d'accord dans la vie. En fait, il est furieusement pessimiste. Non, c'est faux, c'est faux. Et il trouve que je suis beaucoup trop optimiste. En fait, il dit même que je suis naïve, que parfois, je n'ai pas tout compris. Moi, je dis que franchement, il en rajoute et qu'il vieillit, quoi. Bon, on s'adore, hein, mais on n'est jamais d'accord. Et du coup, on a voulu mettre en scène nos désaccords. C'est ça qu'on a voulu faire. Parce que dès qu'on parle de l'avenir de la médiation numérique, et ça fait maintenant longtemps qu'on se connaît, ben, on n'est vraiment pas d'accord. Donc, on s'est dit, nous, on n'est pas d'accord. Est-ce que finalement, qu'est-ce que pensent les autres ? Et si on essayait d'inventer un format numérique en commun qui soit un vrai format participatif, où finalement on vous écoute et on vous entend, plutôt qu'on se la ramène. C'est ça qu'on a décidé de faire. Oui, madame. Mais on se la ramène un peu quand même. Oui, quand même. Un peu. Peut-être que tu peux nous donner ton avis sur cette séquence. On se pose souvent des questions sur ce qu'on va devenir demain et où est-ce qu'on va. Souvent, on est pris dans le cours normal de notre existence et on fait des appels à projets, on répond à des appels à projets pour faire des appels à projets, etc., etc. Et on se pose plus la question de mais on va où et pourquoi et à quoi ça sert. Et en ces temps où les budgets sont devenus de plus en plus contraints et voire extrêmement difficiles, on a l'impression, plus l'arrivée de cette nouvelle technologie dont Bibi nous a parlé, d'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est un bon moment pour se reposer des bouts de questions sur mais où on veut aller, nous. Et pas seulement où ça va, en fait, où le monde nous emmène, mais où on veut aller, nous. Et c'est un petit pourquoi faire ? Et pourquoi faire, surtout ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Voilà. C'est parti. On vous a proposé du coup 6 scénarios pour 2035. Et le premier scénario, c'est le scénario statu quo. C'est le scénario il ne se passe rien. C'est le scénario, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est-à-dire que la médiation numérique, c'est la voiture balai de la dématérialisation des services publics et privés, d'ailleurs, figurez-vous. On est tous morcelés, isolés, on n'a rien réussi à transformer, on est tout pareil. Voire on est plus pauvre, mais globalement, on n'a pas bougé. Et on est quand même faiblement structuré. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on a tenté n'a pas véritablement fonctionné. En tout cas, c'est pas pire, mais c'est pas mieux. Chaque fois, on s'est posé 2 questions, du coup, avec... et pareil, on n'était pas d'accord, mais on s'est arrangé. Chacun a ses scénarios, du coup. On s'est dit, finalement, est-ce que ce scénario, il est probable ? Est-ce que ce scénario, il est désirable ? Le scénario 2030, c'est de dire... 35, en l'occurrence, c'est de dire... ils sont 6500 médiateurs sur le terrain. Aujourd'hui, on comptabilise la communauté à peu près 8000. C'est assez flou, on a du mal à savoir, mais on va dire
qu'on est à peu près un peu en dessous, une lente érosion. On est quand même sur un secteur maltraité, invisibilisé, précarisé, etc. Ce qui est souvent encore, malgré tous nos efforts, la réalité. Et pour les publics, ça reste très compliqué. Ils sont toujours en difficulté. En plus, il y a l'IA qui est arrivée, donc du coup, ça reste pas simple. Et la médiation, elle se concentre du coup sur les publics les plus fragiles. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas du tout les très grandes fragilités, les très grandes précarités. Vous voyez, hier, j'étais à un dîner avec des décideurs et on me parlait des conseillers numériques France Service. Et chaque fois qu'on faisait ça, je faisais comme ça. J'étais là, non, ça dépend. C'est des conseillers France Service ou c'est des conseillers numériques? Et en même temps, bon, la personne était de bonne foi, vous voyez, mais c'était quand même quelqu'un qui décide de politique publique, vous voyez. Donc c'était douloureux à entendre. Et donc je dis ça parce que, en fait, c'est pareil, quoi. Vous voyez, on n'a pas réussi à faire progresser. Et globalement, tout le monde s'en fout un peu. Je vous rappelle que les budgets de l'inclusion numérique sont cachés dans France Très Haut Débit. Donc tout le monde croit qu'en fait, on est en train d'installer le haut débit. Donc voilà. Alors, en vrai, c'est probable. On va se le dire quand même, c'est assez probable. C'est tout pareil, donc c'est assez probable. Désirable? Non. Non. À toi. Alors toi, t'es mieux, toi. Ouais, l'idée, c'est bien de vous présenter en fait plusieurs scénarios d'avenir pour vous amener à réfléchir à ce que vous aussi vous avez envie ou ce que vous trouvez probable en fait. Donc après le scénario statu quo, le scénario qu'on entend aussi quand même beaucoup dans certaines paroles, en disant l'IA est là, elle va tout nettoyer en fait quoi. Salut les conseillers numériques, les médiateurs et les machins, hop, on va vous remplacer. Vas-y. Voilà, celui-là, vous l'avez déjà entendu. Vous avez Albert, que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous, qui vient apprendre comment les conseillers répondent aux usagers pour répondre à leur place et qui, dans 50 000 ans, sera capable de répondre complètement aux usagers. Sans inventer des trucs. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Le risque ici, bien évidemment, c'est de se dire, dans ce scénario-là, bon, finalement, l'IA est là, elle va pouvoir venir prendre votre place. Les interfaces seront intuitives, accessibles à peu près à n'importe qui. Oui, je sais, je mets des guillemets partout. Vous comprenez qu'on essaye de vous challenger. Les plateformes guident tous les usagers avec des assistants vocaux, machin. Il n'y a même plus besoin de taper du texte ou quoi que ce soit. Donc, tout va pour le mieux. Vous avez besoin d'un tutoriel interactif, d'un jeu, vous demandez, il va vous le produire tout de suite. En fait, vous avez un atelier ou quoi que ce soit, voilà, vous ne servez plus à rien. Donc c'est ce fameux scénario qu'on entend, c'est celui de la disparition. La probabilité, on peut quand même dire qu'elle est assez faible. La désirabilité, on peut espérer qu'ici, au moins, on partage qu'elle soit assez faible. Mais voilà, mais c'est un scénario qui existe, qu'on entend en tout cas dans le secteur public, dans le secteur privé. Non, il n'y a plus besoin, on va remplacer vraiment, réduction des coûts, accès 24 heures sur 24 à tous les services numériques, exclusion accrue des publics les plus en difficulté. Ouais, bon, finalement... Un peu plus, un peu moins. Voilà, risque de fracture numérique persistante, voire aggravée. Oui, bon, les gens feront, ils se débrouilleront, voilà, enfin... Le problème, c'est que, ce sont aussi des discours qu'on entend, et c'est une perspective avec une généralisation d'outils. Là, elle est un peu caricaturale et caricaturée, vous avez bien compris, mais voilà, c'est le scénario numéro 2, c'est la disparition. On peut passer à un truc plus positif, peut-être ? Ah oui, moi celui-là, je l'aime bien, c'est mon préféré, presque. Alors, c'est le scénario 3, c'est le scénario de l'expertise. Je me suis permis de faire une image assez illustrative, comme vous avez pu le remarquer. Avec cette idée que, en fait, là, on n'est plus sur du médiateur numérique de terrain. On est sur du référent territorial aux usages numériques, du coordinateur numérique territorial, de l'expert. De l'accompagnement des usages et finalement quelqu'un qui va avoir un rôle de formateur, d'accompagnant. Vous voyez, une collectivité, du coup, tout d'un coup, elle va se dire « Ah là, nous, on est sur un projet de passage au commun numérique, mais pas de problème.
on a un référent territorial qui va former, aider, etc. Et qui du coup est extrêmement compétent sur ces sujets-là, hein, sachant qu'ils sont capables aussi, comme on a pu le voir sur certains territoires, de vraiment porter des projets de coordination de l'inclusion numérique à des échelles absolument variées. On est sur un scénario d'experts. Bon, bah moi celui-là je l'aime bien. Je vous ai rien caché. Je trouve que la probabilité, en vrai, c'est parce que je suis optimiste, vous vous souvenez. Je me dis, ça joue. Et la désirabilité, eh ben en fait, quand même, ce serait cool de se dire, voilà. Mais bon, ils sont mieux payés aussi, voilà. Ils sont mieux formés, tout est mieux en fait, c'est vraiment bien. Alors on a mis quand même légère baisse, on dit il y en a autant. Alors moi je suis pas sûre qu'on soit pas peut-être à 6000 plus que 7500, mais ça se discute. Parce que du coup ça veut dire qu'il y en a combien par région? On a 15 régions en France, je vous laisse faire les calculs. Ça en fait quand même beaucoup, ça veut dire qu'ils peuvent travailler sur des échelles de communautés de communes par exemple, vous voyez. Bon, il faudrait calculer, je sais pas combien on a de communautés de communes c'est une colle 1200, 1200, ah oui, ça en fait beaucoup quand même. Mais après, ils peuvent avoir des aspects thématiques, vous voyez. On peut en avoir des spéciaux santé, spéciaux éduc, spéciaux, etc. Et donc, ça c'est super, ils ont plus d'impact, ils sont mieux valorisés, ils gagnent plus d'argent. Alors oui, tout ça est assez intéressant pour le secteur. Mais ça crée quand même des tensions dans d'autres réseaux, c'est-à-dire, on se dit quand même, pourquoi eux, pourquoi mieux traiter, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais il n'y a pas que le numérique, il y a la pauvreté, l'alimentation, le sport, tout ça. Donc, il y a quand même une petite tension sur cette présence de ces professionnels. Et puis, bon, ça coûte de l'argent public. Voilà. Et il y a quand même du coup finalement cette médiation qui se met à vraiment accompagner les accompagnants, accompagner finalement les projets de transformation numérique. Ça veut dire qu'on ne vient pas questionner tout à fait la place du numérique nécessairement dans nos sociétés. Ça ne veut pas dire qu'on vient négocier la place du numérique dans nos sociétés. Ça veut dire qu'on participe à un phénomène d'accélération. Et puis peut-être que du coup on se dit que ceux qui sont vraiment en grande précarité ne sont pas la priorité, parce que on est quand même sur un enjeu de montée en compétence de toute une population avec des enjeux de coordination. Voilà pour mon scénario, qui n'est pas si dégueu quand même. Mais il ne faut pas quand même oublier certaines personnes. Bon. Et puis c'est quand même un scénario qui coûte un peu de sous. On va en trouver. Bien sûr, facile. Easy, c'est le bon moment. C'est pour toi, là. On l'a renommé tout à l'heure, en plus. Ah oui, alors celui-là, on l'a renommé, donc je suis un peu perdu. On ne sait pas bien comment l'appeler, celui-là. On a changé de nom plusieurs fois. Tout à l'heure, il s'appelait encore massification, mais ça ne va pas trop. Donc segmentation, mais on va essayer de vous le décrire ou de vous le pitcher. Voilà, là, la médiation, c'est plus des médiateurs numériques dans des maisons France Service, dans des conseillers numériques, dans des médiathèques, etc. La médiation, ça concerne tout le monde. La médiation, c'est Decathlon a des conseillers numériques pour aider les gens à s'inscrire sur son application. Et en fait, tous les secteurs ont des médiateurs numériques hyper spécialisés pour accompagner les publics. Les banques, les mutuelles, elles ont elles aussi désormais leurs équipes qui vont venir. Ils ne vont pas savoir faire autre chose en fait. Ils savent faire qu'une seule chose la plupart du temps, mais très spécialistes. Mais voilà, ils savent faire, c'est ce qu'ils font. Donc les services privés se mettent en fait à venir conseiller les usagers, à venir les assister. La profession peine à se structurer, les postes restent très peu valorisés. Bien évidemment, ce sont des petits travailleurs de la médiation qui sont très rapidement formés pour faire quelques usages et quelques accompagnements d'usagers. Quand ils ne sont pas précaires ou délocalisés. Enfin, voilà, vous avez compris, c'est une forme de médiation, de massification ou de, comment on a dit, internalisation, segmentation. Enfin, vous l'avez quoi. Le bon terme. Alors là, nous, on passe à 80 000 médiateurs. On multiplie le nombre par 10. C'est le grand succès, en fait. Tout le monde s'y met. Vous avez compris que la probabilité est quand même peut-être pas si forte que ça. Et que la désirabilité, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent se dire, pourquoi pas, en fait, ça fait du boulot pour des tas de gens, même si ce sont des petits boulots. Et c'est d'autres formes d'accompagnement et d'autres modalités.
Alors, ils deviennent donc très spécifiques, ils deviennent pour beaucoup très très précaires. Chaque service possède désormais ses équipes de médiateurs. Voilà, et tous les besoins d'accompagnement sont couverts, mais très silotés les uns des autres. Hein. Et par contre, pour l'usager, c'est le parcours du combattant. Hein. Il faut aller à la mutuelle pour avoir l'aide pour sa mutuelle. Après, il faut passer à sa banque pour savoir pourquoi j'ai été déconnecté et ma banque, etc. Et la mutuelle ne me renseigne pas sur ce que ma banque peut faire ou pas faire, etc. Vous avez compris le principe. Voilà, et en même temps, on commence à entendre des entreprises qui disent nous, on va internaliser la compétence. On va internaliser la compétence, on va la développer. C'est une compétence importante pour nous, dans nos magasins et au-delà. Le cinquième scénario, c'est celui de l'industrialisation. Alors moi, j'ai une passion pour l'industrialisation parce que j'adore les standards. Les référentiels, l'interopérabilité, chacun ses passions. Mon cerveau fonctionne en base de données. Et donc forcément, moi je me dis c'est super, c'est ça, on va faire standardisation, référentiel de compétences européens, tout faire converger, c'est génial, on va tout mutualiser dans des communs, ça va tout se brancher, ça va être vraiment génial. Et donc en fait, on va arrêter aussi de bricoler. Vous voyez, parce que moi, voilà. Donc, on va centraliser, mais on va aussi distribuer, vous voyez, des programmes. Et on va s'appuyer sur ça pour l'Europe, parce que l'Europe, elle aime bien qu'on fasse ça. Vous voyez, elle est contente, elle. Donc, elle va nous donner des sous pour pouvoir faire ça. Ça va être super. Et donc, on va vraiment, on va avoir des mesures d'impact, des objectifs quantitatifs, qualitatifs, des comptes rendus d'activités hebdomadaire. Enfin, moi, je trouve cette idée géniale. Il la déteste, mais c'est vrai que c'est pas très... horrible. Mais ça va être super parce que du coup, tout d'un coup, on va assister à une montée en compétences des populations. On va pouvoir l'objectiver, le mesurer, le suivre. Et en fait, on va se rendre compte que les gens se saisissent mieux du numérique. Ça n'intéresse que moi. Mais c'est pas grave. Bon. Moi, je trouvais que c'était quand même désirable. Alors, je sais que raconter comme ça n'a pas du tout l'air d'être le cas, mais il y a quand même des effets. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a d'abord un doublement. En fait, on est sur... Vous voyez, c'est comme le projet de l'école, quoi. Tout d'un coup, il faut embarquer tout le monde dans un projet de compétences ou de développement de savoir et de savoir-faire. Il y a une forte efficacité, du coup, opérationnelle, hein. On évalue mieux, on suit mieux, on peut mieux répondre à la demande parce qu'on a des indicateurs qui permettent de savoir pourquoi on y va, ce qu'on fait, ce qu'on veut développer, etc. Alors la normalisation du métier, ça se passe plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu une perte de sens. C'est le risque. Légère. Voilà, c'est le risque. Et puis, du coup, c'est vrai qu'on se dit, je suis peut-être un peu quand même un technicien. Enfin, vous voyez, il y a peut-être un truc où on se sent un peu moins engagé, quoi. En fait, il y a un risque de perte d'engagement. Mais n'empêche que de toute façon, c'est peu probable que ça se passe comme ça. Même si je me dis que si on arrivait à mieux structurer, on pourrait peut-être rendre tout ça beaucoup plus lisible par moment. Et puis c'est vrai que peut-être le risque de l'industrialisation quand même, c'est... je suis désolée pour ces fantasmes de rigueur qui sont quand même un peu étranges. C'est de la perte d'adaptation aux besoins locaux, voyez, de besoins spécifiques, qu'est-ce qui se passe quand on est hors cadre, etc. Qui sont les sujets qui te touchent, toi, par exemple. Je te laisse présenter ton autre idée qui est, elle aussi, très utopique. Allons-y. Alors, le dernier scénario qu'on vous propose, c'est celui de la politisation de la médiation et du conseil numérique, en fait. C'est un scénario où les conseillers, les médiateurs numériques intègrent vraiment une dimension bien plus politique. Des options fortes de lutte contre les inégalités sociales et numériques. Leur action vise à développer le pouvoir d'agir, à organiser les mobilisations sociales, à défendre les intérêts des citoyens face aux projets de dématérialisation qui se démultiplient un petit peu de partout dans les instances de gouvernance des systèmes techniques. Voilà. Et l'enjeu ici, les conseillers numériques ne sont pas seulement en fait des acteurs de terrain qui viennent aider les gens au quotidien. Ils se politisent pour faire remonter en fait les besoins du terrain à un niveau structurel, politique, etc. En étant devenant des acteurs associatifs, des acteurs politiques, des acteurs syndicaux pour réalimenter depuis leur travail de terrain les politiques publiques. Des activistes, vraiment. Alors, bien évidemment, ici, l'enjeu, c'est de développer une approche avec un fort impact social,
une valorisation assez forte des acteurs. Ils deviennent les vecteurs de la transformation politique des services publics. Hein. Quand ils regardent la plateforme d'accès des droits aux étrangers, ils peuvent intervenir dessus. Ils font remonter aux acteurs de la gouvernance ceux qui peuvent le retour des terrains, comme le font aujourd'hui des associations. Mais ça pourrait aussi être le rôle des conseillers et des médiateurs, d'avoir un vrai pouvoir d'influence sur les plateformes telles qu'elles existent. C'est des défenseurs des droits numériques. Voilà. Alors, ils existent déjà. Hein, voilà. Mais, alors, bien sûr, pas beaucoup de moyens dédiés par l'État. Ils sont un peu pauvres, quand même. Il est fort probable qu'ils soient beaucoup moins nombreux que ce que nous avons aujourd'hui. Mais il y a une forme de politisation de l'accompagnement. Voilà, même si, bien évidemment, faute de ressources, il y a des tas de sujets qui risquent de passer à la poubelle parce qu'on va pouvoir... aider les usagers de la CAF, mais on ne fera rien pour les personnes d'origine étrangère qui essayent d'avoir des visas, par exemple, parce qu'on ne pourra pas tout faire vu qu'on sera beaucoup moins nombreux. Voilà. Alors, la probabilité de ce scénario, vous l'avez bien compris, elle est basse. Moi, je trouve que j'ai poussé la désirabilité au maximum, mais voilà un petit peu une autre option possible, en fait, dans ces futurs. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne, en fait. C'est qu'on se pose rarement la question du pourquoi, où on veut aller quelque part et où on veut aller. Souvent, on est pris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le grand courant de l'existence. Et c'est ce qu'on voulait vous faire toucher du doigt. Où est-ce que vous auriez envie d'aller ? Et donc, on va vous poser la question de manière très claire. J'espère que ça va marcher, parce que tout à l'heure, j'ai tenté de faire un truc comme ça qui n'a pas du tout marché. Mais je crois que ça marche. Il y a un QR code en haut. Ce QR code, il vous envoie sur un Frama. Je tiens à dire que numérique en commun, quand même. Sur ce Frama, vous allez pouvoir choisir quel est pour vous le scénario le plus désirable, quel est pour vous le scénario le plus probable. Vous y arrivez ou c'est trop petit ? Alors vraiment, on vous demande de choisir. Et Léa, en direct, va faire un traitement de la donnée. Donc, il va falloir lui laisser 3 minutes. Et donc, l'idée, c'est quand même de prendre le temps de la parole et de vous donner la parole. Mais on va essayer quand même de déjà regarder ces résultats et ce qu'on arrive à... Alors, je vous le redis, scénario 1, c'est le statu quo. On ne change rien. Scénario 2, c'est la disparition. Scénario 3, c'est l'expertise. Scénario 4... c'est la segmentation, massification, c'est pas bien, internalisation, c'est pas comment on l'appelle. Scénario 5, c'est l'industrialisation, le standard, le référentiel. Scénario 6, t'as dit... La politisation. Ouais, et elle a dit tout à l'heure, c'est les activistes, les militants. Oui. Et donc sur le programme, quand même, on va les commenter, on va vous donner la parole aussi sur ce qui vous étonne sur ces résultats, et puis on va demander aussi à Simon et Bibi de nous dire ce qu'ils pensent aussi de ces résultats au regard des questions qu'ils se posent par ailleurs. On avait envie du coup d'essayer de complexifier un tout petit peu notre vision du sujet. Il y en a qui votent 2 fois, mais je pense que c'est à égalité. On va voir. Les résultats sont ici. Attention. Ah, en fait, c'est intéressant quand même. Hein. En gros, c'est le statu quo. Enfin. Probable pour vous, le statu quo, il gagne quand même un peu tout quand même. Et il y a un peu de disparition. Ouais. Et il y a un tout petit peu d'expertise, mais pas beaucoup non plus, quoi. Et après, enfin, de segmentation, ok. Et la politisation. Dans la désirabilité, elle est nulle dans la probabilité. Dans la probabilité, elle est très faible. Ah oui, en fait, industrialisation, politisation, on n'y croit pas du tout, ni segmentation. Hein. Ah oui. Du coup, on est à peu près sur une 60aine de répondants, parce qu'à un moment j'ai activé, donc on pourra publier les résultats définitifs, je pense, sur le support avec le vote de tout le monde, pour être certain que c'est bien représentatif. Si on considère que sur les 60 votants, la tendance est bien exacte au résultat final, globalement, vous êtes très largement majoritaire, vous pensez très majoritairement que le statu quo va se maintenir, même s'il y a effectivement un peu sur la disparition, un peu sur l'expertise, mais globalement, c'est le statu quo.
Et ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes complètement scindés en deux sur la désirabilité de l'évolution de la politique publique. Il y a toute une partie qui penche plutôt sur l'option politisation, globalement la moitié, et l'autre moitié, de mémoire, je crois que c'est 28 et 27, le nombre de votants. Donc c'est vraiment très proche, sur politisation et expertise. Voilà. Donc on a une salle vraiment scindée en deux sur les attentes et les envies de la filière professionnelle. C'est un peu ce qu'on avait déjà... on l'a déjà testé, ce format, dans la Loire. Mais on était chez les Stéphanois, ils sont plus énervés que la normale. Du coup, à l'époque, je me souviens qu'on avait vu cette espèce de dichotomie entre expertise et politisation. Après ça, qu'il le vend bien, son histoire de politisation. Mais ça dit bien aussi que les racines de la médiation numérique sont du côté politique et de la transformation et de l'amélioration du monde. Et ça redit le projet de l'émancipation. Alors, on va vous donner la parole. On voudrait savoir si vous êtes étonné par ces résultats. C'est peut-être la première question qu'on va poser. Et après, on posera la question à Simon et à Bibi. On voulait savoir qu'est-ce qui vous étonne dans ces résultats. Alors, ce serait peut-être une proposition avant une question, parce que vous aviez du mal à trouver un titre pour le scénario 4. Peut-être l'ubérisation, je propose. Ah, pas mal. Voilà. Pas mal, merci pour le titre. Bravo. Et est-ce que vous pensez que ces scénarios sont complètement exclusifs ? Parce que j'imagine un peu d'expertise peut aller avec même de la disparition. En plus, de manière pas forcément répartis de façon homogène sur le territoire national. Donc, par rapport aux actions des acteurs, on peut avoir des scénarios qui s'appliquent d'une manière ou d'une autre partiellement sur le territoire. Ok, je crois que j'ai un commentaire ici. On prend tous les commentaires, on les commente pas à ce stade, on fera peut-être une synthèse. Garland. Merci. Maintenant, oui, Garland, disons. Ce qui m'étonne, en fait, c'est que le statu quo l'emporte. Enfin, c'est pas ce qui m'étonne, c'est ce qui m'interroge, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste quand même à une espèce de désenchantement en général. C'est tout. Ouais, c'est la déprime, quoi. Oui, concernant le Tu te présentes, ça t'embête pas. Sylvain pour le Conseil départemental d'Eure-et-Loire. Concernant le terme politisation, on discutait là tous les quatre et on n'est pas tout à fait d'accord sur la terminologie. Okay. On vous propose... C'est de la faute d'Hubert, tu peux régler ça avec lui. Pardon Hubert. On proposerait plutôt quelque chose genre empowerment ou émancipation plutôt que politisation. Il n'y a pas nécessairement, dans ce que vous avez proposé, il n'y a pas nécessairement un côté politique dans le sens où la plupart des personnes risquent de l'entendre, politique politicienne, mais plutôt dans le sens faire politique, s'intéresser à la chose commune. Ouais. Et le terme politisation peut faire peur. Ok, entendu. Oui, Emmanuel Ouigène. Moi, ce qui m'étonne, c'est en fait, et j'apprécie, mais pour autant ça m'étonne quand même, c'est la si faible hypothèse de disparition. Parce qu'on va quand même de plus en plus vers des interfaces vocales. L'ordinateur va disparaître. La question apprendre à quelqu'un à utiliser une souris à plat pour déplacer un curseur sur un écran vertical dans une interface informatique, soyons honnêtes, c'est quand même de la torture. J'espère que dans 200 ans, ils diront ils étaient fous quand même à cette époque-là. Donc l'arrivée du vocal fortement dans l'expérience utilisateur, moi, me questionne sur le besoin, effectivement, demain. Ok, j'en ai partout, ici. Bonsoir, David Wurtz. Je suis... à la fois chargé de mission lutte contre la pauvreté et référent inclusion numérique à la DETS Meurthe-et-Moselle, direction départementale emploi, travail et solidarité, sur délégation du préfet, sur France Numérique Ensemble. Donc moi, ce que je voulais peut-être amener, c'est que il me semble que les scénarios que vous avez projetés, ils s'appuient sur des linéaments qui existent aujourd'hui. Or, à mon avis, il va y avoir dans l'avenir très certainement une combinaison de ces différentes tendances que vous avez senties. La question du que voulons-nous là-dedans, elle est importante parce qu'il va certainement y avoir, dans l'intervention automatique de l'IA sur les assistants vocaux ou autres, il peut y avoir des aspects positifs, mais on sent bien, et vous l'avez inclus, que ça ne va pas résoudre
tous les problèmes d'exclusion, voire que ça va continuer d'exclure. Donc, qu'est-ce qui serait souhaitable? C'est par exemple une combinaison entre, par exemple, des médiateurs experts, mais qui vont acculturer à la partie qui resterait excluante des assistants, de l'IA, etc. Et pour tout ce qui fonctionnera et qui n'exclura pas, il n'y aura pas besoin de ces médiateurs. Donc, voilà. De la même façon, il peut y avoir aussi une partie de segmentation où effectivement certaines entreprises vont elles-mêmes déployer des médiateurs un peu précaires sur leur... voilà. Bon, voilà ce que je voulais amener. Merci. Bonjour. Vu qu'on est dans une logique participative, j'aimerais vous proposer un scénario 7. Ouais, cool. On prend note. Parce qu'on en a un peu parlé hier dans la journée en off. Effectivement, la question du budget, elle est quand même centrale dans la gestion de la médiation numérique. Un paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de pognon dans le numérique et aussi peu dans la médiation numérique. Absolument. Et il faut quand même y réfléchir. Je me pose la question de créer un fonds dédié qui serait payé par tous les services qui dématérialisent ou qui proposent des services en ligne. Le concept du pollueur-payeur, quoi. Exactement. Du coup, de faire une taxe sur les bénéfices pour ce qui est lucratif, ça permettrait déjà d'avoir une certaine forme de résilience par rapport aux différents changements de gouvernement. On se doute bien que ce sont les partis politiques qui nous attendent potentiellement. La médiation numérique va vite disparaître, parce qu'on porte des valeurs qui ne sont pas forcément celles de tout le monde. Et qui serait géré par un groupe qui représenterait les acteurs de terrain, en fait. Ça nous permettrait déjà d'être résilients et de garder les médiateurs numériques qui deviendraient des formateurs pour les personnels qui accompagnent les publics. Je pense aux assistantes sociales, je pense aux profs, je pense aux agents d'accueil, je pense aux secrétaires de mairie. Et je me dis que du coup, les médiateurs surtout garderaient le sens de leur mission, c'est-à-dire la pédagogie et l'accompagnement des usagers, même si c'est des professionnels. Et ça permettrait surtout de diffuser de la médiation numérique dans tous les endroits dans lesquels les appels à projets ne nous permettent pas d'aller pour l'instant. Aujourd'hui, ce qui détermine nos publics, c'est la réponse à des appels à projets. C'est-à-dire, si l'appel à projet ne nous permet pas d'aller vers de la parentalité numérique, on n'ira pas là-dessus. Si les appels à projets auxquels on répond concernent exclusivement les seniors, parce que c'est là-dessus majoritairement que sont les appels à projets, du coup, on va continuer à faire des ateliers clavier-souris pour les plus de 60 ans ad vitam aeternam. Et ça permettrait surtout d'être gratuit pour toutes les structures qui en font la demande, vu que ça sera un fonds souverain. Et du coup, ça nous permettrait d'arrêter de nous épuiser tout au long de l'année, aller chercher 1 000 € par-ci, 3 000 € à la CAF, etc. Voilà. Je voulais choisir le nom de ce scénario, je n'en ai foutrement aucune idée. La taxe Zuckman ou la Zuckmanisation de... Ouais. Ça serait pas mal, un truc. Moi, j'ai un nom pour cette taxe. On pourrait l'appeler la taxe Jacques-François Marchandise. Ça serait très bien. Ou taxe Plantard, ça pourrait être pas mal. Mais moi, dans ce qui m'étonne, c'est la rapidité. C'est la rapidité avec laquelle on accepte cet état de fait. Pour moi, ce n'est pas du désenchantement, comme le disait Garland, c'est de la colère. C'est de la colère d'avoir mis autant de blé dans la formation pour en faire quoi ? Pour en faire ça, pour en discuter, de savoir comment on va disparaître ou comment les médiateurs numériques vont disparaître. Donc moi, mon rapport d'étonnement, c'est de la colère, c'est pas du désenchantement, je ne suis pas en état dépressif. Merci Mehdi. J'avais une Anne-Claire devant. Ouais, pardon, merci. Victor d'Emmaüs Connect. Alors moi, je souscris à tout ce qui a été dit sur... alors nous, on appelle ça une taxe numériseur-payeur. On n'est pas les seuls à la porter, il y en a plein qui le font. Et plutôt une taxe qu'un fonds, pour des questions de philosophie. Moi, j'ai une question par rapport à votre scénario 3, juste pour être sûr de l'avoir compris. Si je comprends bien, l'idée, c'est de dire on va avoir des médiateurs qui vont former des aidants sur le terrain, c'est ça ? Ouais, qui soient plutôt des coordonnateurs territoriaux, formateurs, accompagnateurs, finalement, même de la transformation numérique publique. Ok, dans ce cas-là, je ne comprends pas que ce scénario remporte tellement d'adhésion. Voilà, c'est mon rapport d'étonnement. Parce que, en tout cas, de ce que j'en comprends, on critique souvent la numérisation comme ayant, à juste titre, en tout cas dans la critique, comme ayant fait reposer la charge administrative sur l'usager alors qu'elle portait avant sur la puissance publique. Et là, j'ai l'impression que ce scénario, c'est dire la charge administrative, c'est plus nous qui allons la porter, on va la dégager encore sur d'autres aidants, alors que ces mêmes aidants nous disent quotidiennement aujourd'hui qu'ils n'ont pas le temps d'accompagner au numérique et que ça vient empiéter massivement sur leur travail, là je pense au travail social évidemment,
au quotidien. Donc j'ai du mal à comprendre comment ça c'est souhaitable. Et j'ai un peu l'impression que c'est envoyer le bébé sur quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. C'était mon étonnement, mais peut-être qu'il y a une nuance dans le scénario du coup qu'on n'a pas totalement compris. Merci Victor. Anne-Claire. Oui, moi, alors Anne-Claire Dubreuil de la communauté d'agglo du Sicoval. J'avoue que le côté juste outil, accompagner à l'outil, à la compréhension de l'outil et que l'IA va résoudre tous les sujets, c'est quelque chose que j'ai du mal à entendre. Bon, ça fait 25 ans avec d'autres à mes côtés qu'on est sur le champ de l'inclusion numérique et vraiment c'est avant tout de l'émancipation, c'est avant tout de la culture du numérique, de la compréhension du monde dans lequel on vit pour permettre aux gens de mieux se saisir des opportunités mais aussi de comprendre les dérives de tout ça. Et donc arrêtons de porter ce discours que le numérique ou l'IA va résoudre les enjeux de la médiation numérique. Non, ça va les accentuer, ça va les accélérer. Et le fait qu'en effet, il n'y ait pas les niveaux budgétaires nécessaires pour accompagner, ça va accentuer la fracture. C'est ce que disait tout à l'heure Bibi. Et moi, j'ai envie de reporter encore un sujet qui avait été porté par mon élu, qui est aujourd'hui député, sur la caisse sociale du numérique, qui pourrait permettre d'en faire un droit légitime et financé comme d'autres, comme l'assurance sociale maladie ou les caisses alimentaires qui sont en cours d'expérimentation en France. Pourquoi pas imaginer un droit et on ne se poserait même plus la question, quoi. Ce serait financé par tout le monde. Tu veux dire comme le droit à l'éducation, par exemple? Je crois qu'il y avait une question ici ou une remarque. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y en a encore qui veulent prendre la parole? Et on va peut-être donner la parole à Bibi et Simon, mais je vous en prie. Moi, Christelle Brochet de Mode 83 dans le Var. Sur le point numéro 3, le scénario numéro 3, je me disais que c'était plutôt une vision d'expert. Et c'est là où je me suis reconnue. Je me dis que le spectre du numérique, il est très très large. Et que si on professionnalise les experts sur la question de l'EMI, sur la question de l'inclusion, sur la question de la détention, pourquoi pas, sur la question de la parentalité numérique, sur la question, toutes ces questions qui demandent de l'expérience, des savoir-faire, des compétences, une maîtrise des publics, pourquoi pas. Voilà. C'est plutôt comme ça que je l'avais perçu sur ta présentation. Il y avait ça, mais il y avait aussi cette idée qu'en effet, mais ça c'est mon hypothèse à moi, pour répondre à ce que disait Victor, moi, faire de la médiation administrative, j'estime que c'est pas le métier des médiateurs numériques. Et que du coup, en vrai, si c'est pour faire de la médiation administrative, soit il faut revoir les systèmes, il faut peut-être augmenter le nombre de personnes qui font de la médiation, enfin, qui font de l'accompagnement social d'urgence, etc., pour qu'ils aient le temps de le faire. Mais c'est leur job à eux. Et donc, je remettais les médiateurs numériques, en théorie, tout ça est très théorique, mais je remettais les médiateurs numériques sur des actions de développement de compétences numériques. Moi, c'est comme ça que je le conçois, mais aussi sur de la manière dont, en effet, on va accompagner des problématiques spécifiques avec beaucoup d'expertise et de la montée en... Certains préfèrent le terme culture ou littératie, mais en tout cas, qu'on développe une forme de culture partagée qui permet d'ailleurs de négocier la place du numérique dans notre société. Ce qui n'est pas nécessairement aujourd'hui le cas d'ailleurs. Oui. Moi, je travaille dans les médiathèques, notamment à Strasbourg, sur l'Eurométropole. Et au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau des... nous, on est dans la position, on doit chercher les gens qui en ont besoin et leur faire remarquer qu'on peut les aider. Donc on est dans une sorte d'entre-deux, entre on sait que les gens en ont gravement besoin, mais on ne sait pas comment les faire venir. Enfin, je dis ça en préambule, parce que je ne suis pas étonné du résultat. Il y a globalement un désir dans ce milieu-là, en tout cas dans la plupart des gens que j'ai rencontrés qui font le travail de médiation numérique, une volonté de base qui est sociale, qui est de ne pas laisser les gens à l'arrière du train ou carrément hors du train. Donc franchement, je ne suis pas étonné par le résultat. Je trouve qu'il est assez cohérent par rapport à ça. Je reviens sur le scénario segmenté, je ne vais pas dire de bêtises, qui, à mon avis, a un truc qui me paraît quand même absent un peu de ce qu'on dit là, c'est le secteur privé va avoir de plus en plus d'outils numériques et ils vont avoir une grande part, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans la capacité à un moment donné à communiquer à plus grande échelle sur la médiation numérique parce que leurs outils vont en dépendre. Ils vont être probablement trop fermés à leur propre commerce, je mets le terme de manière un peu péjorative, mais ça m'étonnerait qu'on s'absolve de leur présence et de leur poids
dans ce que veut dire médiation numérique pour la plupart des gens. Quand la plupart des gens viennent nous voir à la médiathèque et qu'ils ont un problème et qu'on leur dit on va faire un atelier numérique, ils disent j'ai un problème avec mon téléphone. Je veux juste mettre la chose au niveau du sol. Ils ont d'autres problèmes sur lesquels on essaie de les aider à voir ou pas, ou à comprendre. Ils nous apprennent aussi des choses. Mais à un moment donné, le secteur privé impose son vocabulaire. C'est pour ça que je trouve que le scénario segmenté me paraît pertinent dans le sens où il va, d'une manière ou d'une autre, par l'impulsion du secteur privé, créer aussi un autre vocabulaire. Juste un tout petit truc, effectivement, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, dans votre banque, le téléphone que vous achetez, vous avez pas de, c'est vous qui faites la médiation du téléphone et de l'application bancaire. C'est pas les entreprises. Oui, Hakim, Urbilog, on parlait tout à l'heure d'innovation, de mise à l'agenda politique, de la place du secteur privé. Et pour être un peu dans les deux combats depuis quelques temps, sur la question de la mise à l'agenda politique, je m'étonne aujourd'hui de l'absence de synergie entre l'écosystème de l'accessibilité numérique et celui de la médiation numérique. Aujourd'hui, l'inclusion, l'accessibilité n'est pensée qu'au prisme de l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, sauf que je pense, sur les questions d'innovation, de vocalisation, de facilitation des expériences utilisateurs, donc déplacer la médiation de on va compenser et on va vous accompagner sur des démarches administratives avec des plateformes très très compliquées. Tiens, c'est marrant, c'est le cas de la DGFiP très récemment sur l'accessibilité. Mais voilà, en termes de mise à l'agenda politique, je pense que c'est important et je déplore peut-être une ressource manquante ou alors des combats qui ne sont pas menés ensemble pour l'instant, qui sont ceux des synergies entre la médiation et l'accessibilité. Nicolas, du coup, moi je trouve qu'un scénario désirable, ce serait la disparition. Et c'est pas une question, enfin c'est pas une façon polémique de le dire. C'est la modalité de disparition, ce serait qu'il n'y en ait pas besoin parce que déjà on accepte que dès lors qu'il y a d'autres problématiques à gérer pour les gens qui sont plus urgentes, ils aient plus besoin de l'outil numérique, qu'ils soient plus obligés de passer par ça. Et ça, il faudrait que nos politiques publiques ils le réentendent quand même. C'est un essentiel. Il faudrait aussi que l'éducation intègre une vraie formation à l'outil numérique. Et du coup, la médiation qui pourrait rester derrière, c'est une médiation d'accompagnement sur du projet. Ce serait une médiation joyeuse dans laquelle, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin d'être accompagné par le faire, super, je vais aller trouver un lieu là où on va m'aider parce que je serai volontaire dans cette démarche. Donc pour moi, le futur désirable, ce serait une disparition, mais une disparition dans un cadre qui permettrait à tout le monde de trouver une solution acceptable. Oui, oui, et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, y compris sur le sujet de je m'étonne qu'on ait encore besoin de former des seniors de 60 ans. J'ai fait ça il y a 20 ans. Donc les gens qui sont 60 ans aujourd'hui, ils en avaient 40 à l'époque. Donc on a quand même un petit sucre. J'ai un truc qui m'étonne quand même. Moi, je voulais revenir sur la question du privé. Parce qu'avant d'être à l'IGN, je dirigeais le chaudron.io que j'ai fondé. Et en l'occurrence, au chaudron, on a passé 6 ans à créer des dispositifs qu'on pourrait dire de médiation, même si ce n'est pas le mot que moi j'utilisais à l'époque, d'encapacitation. Au sein des entreprises, on a monté des pop-up schools dans le groupe Crédit du Nord, au milieu des agences bancaires, pour permettre aux clients et aux collaborateurs d'ensemble plonger dans la culture numérique. On l'a fait chez Decathlon, on l'a fait chez Sodebo. Et donc ces acteurs se sont déjà emparés de cette commande de dire, nous, en fait, on a besoin que nos salariés, tout comme nos clients, soient à l'aise dans le numérique. C'est déjà un truc vital que je faisais il y a 6-7 ans. Donc je pense que ce n'est plus un débat. Tu vois, Et d'ailleurs, mes clients à la fin me disaient, Emmanuel, la transition numérique, c'est fini, on a terminé. On a tout fait. La SNCF m'a dit ça quand même. Hein. On a tout fait. Tout va bien. Maintenant, c'est la transition autre. Mais en tout cas, voilà. Donc, je ne sais pas si la place du privé, elle est un peu plus... voilà. Et voilà. Et je suis quand même très surprise. Moi, j'ai dit disparition pour une autre chose aussi. Hein. C'est que je pense qu'on n'a pas le même mot sur la médiation numérique, qui est très, très proche, pour moi, de ce que vous dites, évidemment. Mais je viens d'avoir une discussion ici même en bas, il y a moins de 2 heures, où on m'a rappelé comment, y compris les CNFS, leur rôle, c'était d'apprendre les gestes de toute première survie, ce qui continue à m'étonner. Et donc, de quoi on se parle exactement, quoi. J'aurais envie de poser, que je pense que le champ des possibles, il est extrêmement vague. On va être obligé de s'arrêter là et on avait dit qu'on terminait avec un rapport d'étonnement de Bibi et de Simon. On vous laisse nous rejoindre. On va... vous lancez au Lyon, c'est au Lyon, essayez de conclure sur cette situation très française et que peut-être vous ne vivez pas ailleurs.
Sorry, I was still listening to the translation. Thank you so much to the translators. You're saving my life. Thank you so much for this wonderful debate. It's really eye-opening, and it reminded me a lot of the debates that we're having in the United States as well. We call them digital navigators, so we have the same concept. And when I saw the scenarios and then the discussion after, someone said they think it's going to be a mix of a lot of those, and that's where I'm landing as well, because of the debates that I've been hearing. So we have the National Digital Navigator Program, which is new-ish, that actually started locally and then kind of spread out from there. But the other thing that I've noticed is that depending on what kinds of issues people have, they're very specialized. So the expertise model, right, that really struck a chord with me because, for example, in healthcare, the digital needs are very different from, let's say, you are applying for a public service or you're having issues with your banking app or with an account. And a small anecdote, I was sitting in a doctor's office a few weeks ago, and there was an older lady, and she was Brazilian. And they brought out a nurse who was speaking Spanish. What language do they speak in Brazil? Portuguese. So they brought out a Spanish-speaking nurse, and they were like, oh, she can help you. And the whole time, and the lady was like, no, she can't. And the whole time I was thinking, there's an app for that. Like, use an app, but the nurse wasn't trained digitally, right? And so one of the things that we've been hearing and debating is that essentially digital mediation will become an add-on to a lot of professions because it's so necessary. And then at the same time, you still also need those general digital navigators that are going to help with the more general issues that are happening, right? So in terms of likelihood versus desirability, I don't know if I want to go there, but I think the empowerment strategy, I think I personally, of course, would love to see that. And then I think what's going to happen is probably a mixture of the expertise, segmentation, and probably a little bit of status quo. But hopefully I'm wrong. Parfait. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que Bibi vient de dire au niveau notamment de la massification par profession, disons, de certains usages numériques qui permettent de médier des situations ponctuelles comme la langue, etc. Bref, faciliter en fait l'accès, universaliser un peu cet accès-là en fonction de différentes contraintes, de différents handicaps, de différentes langues, etc. Je pense que ça va rejoindre un peu toutes les professions. En vous écoutant, m'est venue finalement l'idée d'un autre scénario qui serait la combinaison de plusieurs, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y en aura qu'un. Puis c'était le but du jeu de présenter des scénarios cloisonnés pour pouvoir justement les dépasser, ce que vous avez très bien fait. Et je pense que ce serait celui de la scission. Alors, je suis dans la probabilité, pas dans le désir ici, mais il me semble qu'il va toujours y avoir de la médiation numérique, parce qu'il va toujours y avoir des gens comme sans doute la plupart d'entre vous dans la salle qui sont convaincus sur la nécessité d'accompagner des publics qui sont défavorisés et qui, même sans financement ou peu de financement, vont toujours se débattre pour essayer d'assurer cette mission-là. Donc je pense que ça va perdurer malgré les contextes positifs, négatifs, etc. Et tant mieux et avec tout le courage que ça implique. Je ne serais pas surpris aussi qu'il y ait de l'expertise, par contre, qui arrive, et notamment avec l'idée que certains médiateurs, ou en tout cas une partie de la médiation, aille effectivement en entreprise. C'était le cas déjà, ça allait encore plus, je pense, avec l'IA, le développement de solutions d'IA par entreprise, par service public, santé, éducation, comme tu le disais, Dori. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait ça, et donc une montée en professionnalité, mais qui va sans doute, par contre, pas laisser la médiation numérique indemne, dans la mesure où ça veut dire une spécialisation. Ça veut dire aussi sans doute, je pense, une montée en technicisation. Ce que je veux dire par là, c'est que si la médiation numérique va dans ce sens-là, ben sans doute qu'elle va aller vers des compétences techniques, vers des compétences en management aussi de projet, vers des choses qui vont être comme à l'avant-plan, et pour pouvoir parler, par exemple, avec des analyses des données, pour pouvoir parler avec des chefs d'équipe, des services, etc. Et donc, il va y avoir comme une montée en management un peu. Et à ce titre-là, je ne sais pas si on va pouvoir encore appeler ça de
la médiation numérique. Et souvent, en se spécialisant, on trouve une identité, on trouve un terme, on trouve d'autres choses pour se définir. Et c'est pour ça que je parlais de scission, parce qu'il me semble qu'il va y avoir d'un côté la médiation numérique qui se poursuit par conviction politique, de l'autre la médiation numérique qui éventuellement va se spécialiser à l'ère de l'IA et puis pour encadrer un peu les développements de l'IA auprès des services publics, privés. Et puis voilà où ça m'a amené. Et puis pour ce qui est du désirable, par contre, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ce qui est désirable, c'est du financement présentement. Je m'arrête là. I'd like to add one final thing. Because I just thought about it when you were talking. And someone mentioned earlier private companies. And I spoke to someone from Google a few weeks ago, and they said, we want people to use our products, right? So this idea of then also charging them with digital mediation and selling it to them as, hey, if you teach people how to use these technologies, more people will use your products, right? Might be another avenue to get some funding maybe for digital mediation as well. Allez, c'est la fin de cette première journée in de Numérique en commun. Merci, merci, merci.